Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, une émission créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, nous parlons d'historiographie et de politique en France à travers la figure de Michelet, en compagnie de la chercheuse Camille Créton, qui a bien voulu nous présenter son livre en français et qu'on remercie vivement. Quelques mots sur cette fin d'année. Ce mercredi 16 décembre, vous retrouverez l'enregistrement de la dernière séance des Mercredis des Révolutions autour des femmes en mai-juin 1968, avec Ludivine Bantigny et Leslie Kaplan. Lundi prochain, 21 décembre, on parlera Histoire des nombres, avec le spécialiste des mathématiques mésopotamiennes, Grégory Chambon. Et on terminera l'année avec de l'histoire sociale, un entretien avec Corinne Mette et Didier Terrier pour leur livre fondamental, surtout dans la perspective des concours, Les rythmes du labeur, aux éditions La Dispute. I'm just a kid from Brooklyn. Et on me souffle dans l'oreillette que dans le Collimateur, le podcast du camarade Alexandre Jublin, il sera sans doute question de Wonder Woman et de Captain America. Restez à l'écoute sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Je vous rappelle que si vous appréciez le podcast, vous pouvez laisser une note ou un commentaire sur iTunes, c'est très apprécié, et le soutenir par un don PayPal sur le site Paroles d'Histoire. Tout de suite, rendez-vous avec Jules Michelet. Je suis aujourd'hui avec Camille Créton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Assistant Professor à l'Université d'Utrecht, aux Pays-Bas, au département d'histoire politique. Vous travaillez sur l'histoire politique, culturelle, intellectuelle du 19e siècle. Et vous avez publié l'an dernier aux éditions de l'EHESS Résurrection de Michelet, politique et historiographie en France depuis 1870, qui est un livre qui m'a absolument passionné parce que Michelet c'est une grande figure et en lisant votre livre, non seulement on croise Michelet, mais surtout on croise la quasi-totalité des grands historiens français qui ont dû à un moment ou à un autre s'affronter à cette immense figure de Michelet, du grand historien romantique du 19e siècle. Et c'est vraiment passionnant à lire quand on aime l'historiographie. Alors je voulais peut-être vous demander pour commencer, qu'est-ce qui fait qu'une chercheuse des Pays-Bas s'est retrouvée à travailler sur Michelet et sur ses usages dans l'historiographie et la vie politique et culturelle française? Oui, merci de cette question et merci d'abord pour m'avoir invité ici parce que je suis vraiment honorée de pouvoir parler ici, même à distance, depuis Amsterdam où je me trouve aujourd'hui. Donc en effet, comment une chercheuse néerlandaise arrive sur un tel sujet? Bon, c'est une histoire en soi. Donc j'ai fait mes études pas aux Pays-Bas mais en Belgique, à Louvain et puis à Paris, à l'EHESS. Donc, j'étais à la recherche d'un sujet de doctorat et moi, j'étais toujours cette néerlandaise qui savait le français, ce qui est déjà assez rare, qui par cette connaissance déjà avait un intérêt pour l'histoire française. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'omniprésence de l'histoire en France. Donc c'est vraiment un contraste avec les Pays-Bas où l'histoire c'est niche. Bon, il y a des gens qui aiment lire l'histoire, mais c'est vraiment c'est beaucoup moins présent dans la librairie, dans le débat public. Et donc cette omniprésence de l'histoire en France m'a toujours frappée. Et c'est une des raisons pourquoi je voulais faire quelque chose sur la culture historique et l'historiographie française. Aussi, moi, j'avais fait des études en histoire et en philosophie, donc j'étais un peu à la recherche d'un sujet pour réfléchir sur l'histoire sur un peu un niveau plus élevé, plus philosophique parfois, même si le livre enfin est très historique. Et donc c'est comme ça que je suis vraiment tombée sur le sujet. Aussi, mon prof à Louvain m'a un peu suggéré que c'était peut-être un sujet. Et au début, je m'avais dit, bon, c'est impossible que ça n'existe pas. C'est tellement bon, évident comme sujet que ça doit exister. Mais apparemment, non. Ça n'existait pas. Et même, c'était un peu en raison de l'évidence du sujet que ça n'existait pas. Aussi, quand j'ai présenté mon sujet au début en France, vis-à-vis des chercheurs français, des historiens français, des gens m'ont demandé parfois pourquoi tu fais des recherches sur un tel sujet, parce que c'est évident que Michelet est important. Bon, bien sûr, il est le plus important. Et je me dis, donc en effet, c'est pour cette raison que personne n'a vraiment voulu chercher pourquoi Michelet est devenu tellement important. Et donc là, je pouvais, exactement comme quelqu'un de l'extérieur, comme étrangère, je pouvais voir des choses que certains Français eux-mêmes ne voyaient pas. Et c'est comme ça que le sujet est né.
Il faut peut-être expliquer un petit peu le choix du titre, Résurrection de Michelet. Je pense que ce choix il est assez familier pour les gens qui connaissent bien l'œuvre de Michelet, parce qu'évidemment c'est un thème présent dans son œuvre, mais peut-être pour d'autres, pour qui ce personnage, donc né en 1798, mort en 1874, ce grand historien, n'est pas très familier. Est-ce que vous pouvez dire quel est le sens de ce titre et à travers ça, finalement, quelle était la nature du travail de Michelet? Oui, bon, c'est une très intéressante question aussi. Donc, Michelet, lui, il a une façon particulière à présenter son travail comme historien. Donc, c'est notamment à travers de certains préfaces qu'il a écrits pour son histoire de la Révolution française, mais notamment pour son grande histoire de France, qu'il développe une idée que faire l'histoire, finalement, c'est faire la résurrection, c'est ressusciter les morts du passé. Donc, les gens du passé national qui sont morts, mais qui sont encore là, familiers, littéralement parce qu'ils ont laissé des papiers, ils ont laissé des traces dans des archives, entre autres. Donc, Michelet est un des premiers historiens qui a vraiment travaillé beaucoup. Bon, il n'est pas le premier, il se présente comme le premier à avoir travaillé dans les archives, mais il n'a pas le premier, bien sûr, mais il est l'un des premiers qui vraiment théorise ce travail d'archives, qui en fait vraiment un point central dans son travail d'historien. Et il a aussi été archiviste, donc il a cette expérience d'être dans les archives et d'entendre parler les morts à travers leurs papiers qui l'entourent. Et donc c'est comme ça qu'il arrive à l'idée que l'histoire, c'est ressusciter le passé, les morts du passé. Et donc déjà cette idée de résurrection, c'est très central dans la pensée historique de Michelet. Et bon, pour moi, mon livre, bien sûr, ce que je fais, c'est de montrer le trajectoire de Michelet après sa mort. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la réputation de Michelet, avec ses œuvres, avec son travail après sa mort. Donc, comment Michelet revient de temps en temps dans le débat public, dans le débat historiographique, bon, après sa mort, posthumément. Et donc, ça m'a rappelé cette même idée de Michelet lui-même, que l'histoire est une résurrection. Et dans ce cas, une résurrection de Michelet lui-même. Après sa mort, on apprend en lisant votre livre, ce qui est connu des spécialistes, mais moi que j'ai vraiment découvert en vous lisant, que l'œuvre de Michelet a fait l'objet d'un véritable conflit de succession très violent entre ses enfants et sa veuve. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces enjeux, et puis à travers ça peut-être sur la place considérable qu'a eu la veuve Athénaïs Mialaret, la veuve de Michelet, aussi bien dans la construction de son œuvre, et aussi dans l'imaginaire de la mauvaise veuve qui a mal orienté Michelet, qui aurait travesti son œuvre. Donc il y a toute une série d'enjeux qui se cristallisent après sa mort autour de la succession et autour de cette figure de sa veuve. Oui, donc sa veuve, déjà ce qui est très important à savoir est que sa veuve est beaucoup plus jeune que lui. Donc Michelet s'est marié 2 fois, il a eu 2 enfants et plusieurs petits-enfants de ce premier mariage. Mais après la mort de sa première femme, il a rencontré une jeune femme, très jeune, Athénaïs Mialaret, qui avait plus ou moins l'âge de sa fille. Donc ça, c'est pour les rapports familiers, c'est important à savoir. Et ça implique 2 choses, que d'abord, il commence à avoir une certaine concurrence, une rivalité entre la première famille, les enfants et les petits-enfants, et la deuxième femme du même âge que les enfants. Et en plus, comme elle est beaucoup plus jeune, elle vit aussi beaucoup plus longtemps que Michelet. Donc elle vit 25 ans après la mort de Michelet. Ce qui est une très longue période dans laquelle elle a le droit de republier, etc., les ouvrages. Donc, bien sûr, là, elle a une grande influence. Donc, ce qui s'est passé, Athénaïs Mialaret était sans doute pas la personnalité la plus facile. Bon, soyons clairs là-dessus. Quand je lis ce qu'elle a écrit,
c'est pas une femme très facile, mais en même temps, elle n'est absolument pas stupide ou quelque chose que parfois on a dit après que Athénaïs Meilleray, elle ne peut pas avoir contribué à l'œuvre de Michelet parce qu'elle n'a pas suffisamment éduqué pour cela. Bon, au contraire. C'est quelqu'un qui a été un grand soutien pour Michelet, je pense, et qui a eu une certaine influence sur l'œuvre de Michelet, ce qui n'est pas anormal au XIXe siècle, parce que c'était très habituel pour des femmes, des filles aussi, de travailler à l'œuvre du grand historien ou du grand scientifique à la maison. C'est quelque chose qui n'est pas le sujet de votre livre, mais qui est très intéressant à apprendre au passage, c'est qu'effectivement, il y a eu un peu une sous-estimation de la part féminine dans l'écriture de l'histoire au XIXe siècle. Vous dites aussi que Guizot a été aidé par son épouse, qui a elle-même écrit de l'histoire, il y a plusieurs, finalement, historiens visibles au XIXe siècle, dont les femmes ont produit une partie des travaux, ou ont collaboré à une partie des travaux, qui ont été ensuite, comme on dit aujourd'hui, invisibilisés. C'est quelque chose aussi d'important à rappeler, à travers aussi cette figure d'Athénaïs Michelet. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est connu par des spécialistes d'histoire du genre, des spécialistes de l'historiographie. En général, des spécialistes de l'histoire des sciences, parce que c'est pas seulement en histoire que ça se passe, mais aussi, il y a des exemples aussi en biologie, par exemple. En effet, la science et aussi l'histoire, souvent, c'était une entreprise familiale, où des femmes, des filles travaillaient aussi parfois des tâches assez simples, donc faire le manuscrit net pour l'éditeur, etc., mais aussi vraiment travailler avec des sources ou écrire des parties. Bon, c'est toujours très difficile à déterminer exactement qui a fait quoi. Et c'est impossible de dire après exactement quel rôle Athénaïs Michelet, elle, a eu. Mais ce n'est pas un fait anormal. Donc là, Athénaïs Michelet a souvent été présentée après comme quelqu'une qui a fait quelque chose de très exceptionnel parce qu'elle a tellement pesé dans les œuvres de la seconde moitié de la carrière de Michelet. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se passe au XIXe siècle, qui est tout à fait normal, et aussi qui est un peu le revers du fait que des femmes ne pouvaient souvent pas travailler eux-mêmes comme historiennes académiques, n'avaient pas d'accès aux archives souvent. Pour eux, pour des femmes intéressées en histoire, il y avait deux possibilités, ou soit écrire des livres scolaires, des livres plus populaires, vulgarisantes, soit contribuer au travail de quelqu'un d'autre, un mari, un père, etc. Donc là, c'est déjà une façon de normaliser la position d'Athénaïs Michelet qui, dans toutes les histoires qui ont été racontées après la mort de Michelet et après sa mort à elle, est devenue une figure très exceptionnelle pour laquelle on a inventé des termes comme veuve abusive, etc. Alors, c'est tout sauf une veuve abusive, vous le montrez, et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que sa propre entreprise de construction du grand homme et du grand personnage, du grand historien, rencontre les besoins aussi du régime de la Troisième République, qui cherche finalement des figures tutélaires, qui cherche un historien national en quelque sorte, et cette rencontre va produire des effets de canonisation, commémoration de Michelet, alors particulièrement marqué au moment du centenaire de sa naissance en 1898, mais même avant, ça commence avec le lycée Michelet qui reçoit son nom, avec des premières statues, avec toute une série d'actes qui vont inscrire Michelet au-delà de la sphère historique dans l'espace public, dans l'espace commémoratif. Oui, tout à fait. Et donc, je pense là, effectivement, le rôle d'Athénaïs Michelet a été très importante, mais c'est aussi, elle a pu devenir très importante parce qu'il y avait une demande d'une histoire républicaine. La Troisième République, au début de son existence, les premières 15-20 années,
a vraiment fait une entreprise de construire une narration nationale basée sur une histoire nationale qui se termine logiquement dans une république. Et donc là, il y avait vraiment une demande de la politique, mais aussi plus largement de l'élite républicaine à construire une image nationale à travers une histoire nationale. Et donc, à ce moment-là, Athénaïs Michelet est disponible pour plus ou moins livrer ce que la politique demande. Et donc, pour elle, bien sûr, c'est aussi intéressant parce que elle a encore une longue vie devant elle. Elle doit faire quelque chose pour pouvoir vivre. Hein, c'est aussi les livres de son mari et de republier les livres de son mari, c'est une façon de s'assurer une vie économiquement. C'est très simple comme ça. Mais en même temps, elle sent plus ou moins, et là, je pense qu'elle a vraiment une sensibilité qu'il faut apprécier, que seulement republier le livre, ça ne suffit pas. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est faire des vulgarisations, faire des livres scolaires, donner aussi des entretiens. Elle est assez présente, donc elle se mélange aussi dans des entreprises de canonisation, érection de statues, etc. Elle est toujours présente. Et bien sûr, on peut dire, c'est toujours cette femme qui veut garder l'héritage de son mari, qui vraiment considère cela comme sa propriété. Oui, bien sûr, et on peut aussi discuter certains choix qu'elle a fait, par exemple de la publication qu'elle a fait à la base de papiers personnels de Michelet. En effet, ne sont pas conformes à ce que Michelet a écrit lui-même dans ses journaux. Oui, on peut critiquer ça. Mais en même temps, je pense que sans elle, sans l'œuvre qu'elle a faite, cela aurait été beaucoup plus difficile de construire une image de Michelet qui est effectivement adaptée aux demandes du public. Pas tout le monde, soyez honnête, pas tout le monde peut lire 17 volumes d'histoire de France. Ce n'est pas ce qu'on peut donner à un enfant d'ouvrier de 6 ans qui apprend à lire. Et donc là, Athénaïs Michelet a effectivement eu un souci pédagogique et vu que pour vraiment avoir une grande diffusion de l'histoire de Michelet, il faut aussi faire des œuvres qui sont peut-être un peu moins Michelet proprement dit, mais qui sont plus adaptés au public. Cette commémoration et cette place de Michelet comme historien national, elle n'est pas si simple que ça, parce que c'est quand même un historien qui a été républicain, c'est quelqu'un qui aussi peut provoquer des désaccords, à droite notamment, et du coup ça explique aussi pourquoi peut-être la commémoration n'est pas parfaite. C'est pas Victor Hugo, Michelet, c'est un peu plus compliqué, et du coup vous montrez très bien qu'il a un amphithéâtre à la Sorbonne, mais il n'a pas un grand boulevard à son nom, il a un bateau de guerre en 1905, un croiseur, il y a le Ernest Renan et le Jules Michelet, je trouvais ça incroyable en vous disant de voir la Troisième République qui lance des bateaux républicains qui s'appelle Michelet, mais il n'est pas au Panthéon. Autrement dit, c'est une figure qui est entre guillemets canonisée, mais qui n'est pas non plus si unificatrice que ça. Il provoque aussi des désaccords et des conflits, Jules Michelet. Oui, tout à fait. Et je pense que ça, là aussi, donc j'ai fait parfois de la comparaison entre Michelet et Victor Hugo dans mon livre, parce que Hugo, c'est vraiment l'exemplarité de la canonicité, pouvait-on dire. Et donc Michelet, c'est toujours un peu moins que Victor Hugo, en effet, et un peu moins spontané. Et je pense que ça a à voir en partie avec le fait qu'ici, on a à voir avec l'historiographie, avec l'histoire, qui est toujours un sujet politiquement chaud, plus débattu, qu'on peut un peu moins facilement, que la littérature, considérer comme quelque chose où tout le monde partage le même avis, etc.
Donc déjà, Hugo, je pense parce que c'est de la littérature, bien sûr, c'est aussi politiquement chargé. Bon, Hugo n'est pas neutre, pas du tout. Mais c'est plus facile, je pense, que faire une image canonique où tout le monde peut plus ou moins se retrouver de l'œuvre de Hugo que de Michelet qui... effectivement, dans son historiographie, doit faire des choix politiques qu'on peut discuter et qui sont discutés sous la Troisième République, parce que la Troisième République, c'est pas une situation où tout le monde est d'accord, absolument pas. Même parmi les républicains, donc parmi ceux qui effectivement soutiennent l'idée que le régime politique doit être une république, il y a des différences d'opinion sur quel régime républicain. On sait que aussi, même si certaines figures de droite acceptent après un certain temps la République, il y a toujours des différences d'interprétation aussi. Et pour certains, Michelet est nettement trop à gauche, trop peuple, trop populaire. Et pour d'autres, notamment les socialistes qui vont apparaître au cours de la Troisième République, qui vont se manifester comme une force politique à compter avec, pour certains d'eux, Michelet est trop national et voire trop nationaliste. Mais donc, au moment que le nationalisme devient vraiment une force, le nationalisme virulent devient vraiment une force politique avec l'émergence de l'action française, etc. Il y a aussi une critique de la République comme régime politique en soi. Et c'est très difficile de lire Michelet ou d'accepter Michelet et de rejeter la République, parce que Michelet fait son choix pour la République est assez clair. Il a été très actif sous la Seconde République, sous la Révolution de 48. Donc là, Michelet vraiment, dans son historiographie et dans sa personne, il y a un penchant politique qu'on ne peut pas négliger et qui fait qu'il reste discuté et que certaines formes de canonisation n'apparaissent pas, ne sont pas là. Parfois pour des raisons très contingentes, mais aussi, je pense, pour des raisons qui ont vraiment à voir avec la substance, que c'est plus difficile de canoniser Michelet dans un certain sens que Hugo. Et en même temps, peut-être pour rester sur le volet politique, avant de parler ensuite plus d'historiographie, c'est aussi ça, le fait qu'il soit républicain, qu'il soit national, qui explique pourquoi Michelet il peut ressurgir à des moments de crise, et vous montrer que aussi bien au moment de l'affaire Dreyfus, au moment de la Première Guerre mondiale, où Michelet est utilisé pour mettre en avant l'union sacrée, et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans des milieux résistants, Michelet devient une figure de ralliement au cours de grandes crises nationales que traverse la France de ce premier XXe siècle. Oui, et je pense que ça a à voir avec cette idée d'histoire nationale. Donc, ce qu'il écrit lui-même, c'est que l'histoire, c'est une résurrection, mais en plus, ce qu'il écrit, que cette résurrection, pour lui, ça, c'est quelque chose qui se passe au niveau national. Donc, l'unité logique pour écrire l'histoire, c'est pour lui la nation, ce qui n'est pas un choix très, très étrange au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est le siècle des grandes histoires nationales. Mais pour Michelet, ce qu'il écrit aussi, c'est que la nation est une personne, donc plus ou moins comme un personnage d'un roman. Donc il prend la nation comme un personnage qui vit à travers des difficultés, qui mûrit, qui devient adulte à un certain temps, adulte à la Révolution. Donc et qui aussi, donc c'est survivre plus ou moins à toutes les difficultés et dans laquelle le peuple, le peuple commun, est vraiment l'élément le plus important. Et donc, je pense que ça, à certains moments, notamment dans les guerres, dans la Première Guerre mondiale et aussi dans la Seconde Guerre mondiale, ça a été une image très, très forte pour beaucoup de gens, à droite et à gauche. Dans la Première Guerre mondiale, on voit que Michelet est plus ou moins
ressurgi par Barès, mais aussi beaucoup d'autres, aussi par quelqu'un comme Ernest Lavis, l'historien Ernest Lavis. Dans la Seconde Guerre mondiale, Michelet est cité dans des journaux comme l'Humanité, donc à gauche. Et je pense que les raisons, en effet, sont assez similaires. C'est que Michelet, il parle de la France comme un personnage qui sait survivre à des difficultés comme ça. Pour l'affaire Dreyfus, je pense que c'est un peu une autre histoire parce que là, il n'y a plus de discussion. Donc, c'est sur la République, et sur l'idée du républicanisme, sur ce que doit être la République, la morale républicaine. Et donc là, Michelet est une inspiration un peu différente, je pense. Du côté historiographique, votre livre est absolument passionnant, et notamment parce qu'il vient, après d'autres, mais malgré tout de manière très forte, remettre en cause le schéma assez installé finalement dans la lecture historiographique française, qui consiste à dire il y a eu les historiens romantiques, et puis les historiens méthodiques fin 19e siècle, et puis enfin en 1929, l'école des annales arrive et bouleverse tout. Et moi, c'est un schéma à la fois que j'ai reçu comme élève, et puis même que j'enseigne aussi à mes étudiants régulièrement, parce que c'est simple et c'est efficace à comprendre. Et en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, et notamment dès le départ avec Michelet et son lien avec l'école méthodique, puisque le principal chef de l'école méthodique, Gabriel Monod, est aussi un disciple et on pourrait dire quelqu'un qui est proche à la fois intellectuellement et humainement de Michelet. Donc là, il y a une filiation beaucoup plus forte, qu'on a pu le dire, entre l'histoire romantique et l'histoire méthodique, qui pourtant prétendait couper les ponts avec le romantisme. Là, il y a quand même des passages qui sont beaucoup plus forts qu'on ne peut le dire habituellement. Oui, tout à fait. Et donc, c'est aussi quelque chose que moi j'ai découvert en faisant ce travail, que moi aussi j'avais ce schéma en tête au début, et j'avais l'intention de structurer la partie historiographique de mon livre plus ou moins autour de cela. Et même dans le livre comme il est maintenant, le schéma est encore plus ou moins visible. Et je pense que en effet, c'est un schéma assez didactique, et ça a aussi certains... ce n'est pas totalement absurde de dire, bien sûr, que les historiens méthodiques ont d'autres ambitions, d'autres buts, d'autres méthodes que les historiens romantiques, et le fait que les historiens des annales sont plus ou moins opposés aux historiens méthodiques, on sait, c'est clair. Mais en effet, si on va regarder un peu au niveau plus profond, on voit qu'il y a des continuités importantes qu'on risque de ne pas voir si on prend ce schéma. Et ça a à voir d'abord avec l'idée d'écrire une histoire nationale, que la nation est l'unité logique pour écrire l'histoire, et pas une roi ou pas quelque chose plus petit ou plus grand géographiquement. Mais ça a aussi à voir avec les méthodes historiques qui se sont développées au 19e siècle, et pas seulement avec les historiens méthodiques, mais déjà avant. Michelet a été un grand historien dans les archives. Et aussi l'idée qu'on trouve chez beaucoup de méthodiques, mais qu'on a oublié un petit peu parce que les méthodiques ont une réputation très noircie après Lucien Febvre, mais que l'histoire, c'est plus que seulement écrire ce qu'il y a dans les archives, c'est aussi construire une narration, une histoire, qui a une direction, qui a une idée, qui est plus que seulement une énumération de faits. Et que pour cela, il faut s'imaginer ce que après Lucien Febvre on appelle la mentalité, mais c'est un mot que Monod et ses contemporains n'utilisaient pas encore, et Michelet aussi n'utilisait pas, mais de construire la psychologie d'une certaine époque, donc de regarder pas seulement l'effet politique ou l'effet économique ou n'importe, mais de voir comment ces différents aspects de la société sont connectés, forment une certaine unité
qui a à voir avec des mœurs, des normes culturelles, etc. Bon, j'utilise quelques mots qu'on peut trouver au 19e siècle, qu'on a mœurs. J'utilise des normes, des mots qu'on trouve aujourd'hui, mais l'idée reste assez présente tout le temps. Et c'est aussi une ambition que certains méthodiques ont eue, et que notamment Gabriel Monod retrouve dans Michelet, qu'il vraiment il utilise les mots de Michelet et les écrits de Michelet pour construire pour lui-même cette ambition. Gabriel Monod qui vivait en dessous de chez Michelet, ou qui vivait dans le même immeuble que Michelet, et qui a eu un lien aussi biographique, personnel avec Michelet, avec sa veuve par la suite, et qui a joué aussi un rôle dans le processus d'édition. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, Gabriel Monod, il a fait la connaissance de Michelet quand il était normalien, et un peu à la recherche de quelqu'un qui pouvait le guider dans la vie et la profession, parce que Monod, l'école normale à son époque, trouvait pas vraiment une grande source d'inspiration. Donc, il a plus ou moins frappé la porte de Michelet, et Michelet l'a accueilli, comme aussi d'autres jeunes, l'a invité pour des conversations. Et apparemment, donc, Monod c'était vraiment son réveil pédagogique. Donc, il a aussi échangé des lettres avec Michelet quand il a fait des études en Italie et en Allemagne. On a très peu de ces lettres, donc on en a quelques, mais on a très peu de traces de ça. On pense parce que Monod, c'est finalement celui qui a après la mort de la veuve de Michelet, il a eu la disposition des archives, il a gardé les archives, donc il a aussi pu faire une sélection dans les archives. Donc je pense qu'il y a eu plusieurs lettres de Monod et Michelet échangées, mais on ne les retrouve pas parce qu'elles sont disparues. Et donc, plus tard, effectivement, Monod vit dans le même immeuble de Michelet. Donc là, il n'y aura plus de lettres, il y aura des échanges sur l'escalier. On n'en peut rien savoir, bien sûr. Et il a toujours gardé d'un lien d'amitié avec Athénaïs Mialarès. Il a assisté à son travail d'édition. Il a donné des conseils aussi juridiques sur la question de la succession, etc. Et donc, après la mort d'Athénaïs Mialarès, Athénaïs Michelet, elle lui a confié les archives de Michelet pour les organiser, pour les conserver et pour éventuellement publier. Et donc, il a eu ces archives dans sa maison jusqu'à sa mort, un peu partout, dans son grenier, dans sa chambre, un peu partout. Donc, il a vraiment vécu entouré des archives de Michelet. Donc, il y a vraiment un lien aussi sur le niveau personnel, psychologique, qui est très intéressant. Il y a à un certain moment, il y a vraiment une obsession avec les archives de Michelet, j'oserais même dire, chez Monod. De tout organiser, c'était tellement vaste, il est un peu noyé dans les archives de Michelet. Ce qui explique pourquoi il n'arrive pas d'ailleurs complètement à finir la biographie qu'il avait programmée, et que ces matériaux ensuite, ils ont toute leur vie propre. Et d'ailleurs, vous racontez, on ne peut pas aborder tous les points, mais le passage très intéressant de l'ouverture des archives intimes de Michelet dans les années 1950, où là, son journal, on le découvre, et ça devient gênant, parce qu'il y a des choses scabreuses, est-ce qu'on le publie, est-ce qu'on le publie pas, etc. Il y a des passages passionnants. Pour revenir à cette figure de l'historien Michelet, il y a aussi quelque chose de très intéressant que vous montrez, et qui reste vrai aujourd'hui dans les discussions qu'on peut avoir avec des collègues sur Michelet, c'est que il y a finalement une coupure qui est faite entre Michelet l'historien, où on peut dire qu'il est dépassé, qu'il s'est trompé, etc., et Michelet l'écrivain, où on dit il faut continuer à lire Michelet, c'est un grand écrivain. J'avais reçu à ce micro Claude Govard, et comme à chaque émission, je demande toujours un conseil de fin d'émission en disant qu'est-ce que vous conseillez de lire, et Claude Govard avait dit il faut lire Michelet, il faut lire Jaurès, il faut lire Michelet. Et c'était une évidence que c'était toujours quelque chose qu'il fallait lire. Alors cette coupure entre l'historien et l'écrivain, elle est finalement très utile parce qu'elle permet aussi de continuer à maintenir le lien avec Michelet, même quand on a renouvelé complètement les méthodes, même pour un Lucien Febvre qui historiographiquement se veut très différent, et en même temps il dit mais non, il y a toujours un lien parce que c'est à la fois un grand écrivain et puis c'est aussi presque un grand professeur de morale en quelque sorte, un grand professeur de civisme, quelqu'un qui est exemplaire sur d'autres plans. Donc le fait que ce soit à la fois un historien et un écrivain permet de continuer à faire vivre Michelet de différentes manières, bien après que son historiographie propre soit en quelque sorte dépassée.
Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi. Effectivement, donc beaucoup de ce qu'il y a dans l'histoire de Michelet est dépassé tout simplement parce qu'on a 2 siècles de recherche. Après, avec beaucoup plus de sources, beaucoup plus de méthodes élaborées, il y a beaucoup plus d'historiens aujourd'hui que personne n'aurait plus l'ambition d'écrire 17 volumes de l'histoire de France à lui seul. Mais en même temps, je pense parfois que c'est aussi un peu artificiel de faire la différence. Donc, notamment chez les historiens des annales et plus tard ce qu'on appelle la nouvelle histoire, on voit parfois que ils veulent conserver Michelet, continuer à apprécier Michelet, mais bien sûr, au niveau de méthode, etc., tout est dépassé. Donc, on dit, on prend Michelet comme écrivain, comme exemple d'écriture. Mais en même temps, on voit que certaines ambitions dans l'histoire restent les mêmes. Donc, oui, on peut séparer l'historien et l'écrivain, mais je pense aussi que l'historien, même si on ne l'admet pas, reste là, que l'image de l'histoire formée par Michelet, construite par Michelet, est encore très forte, même si c'est très critiqué. Ça retourne tout le temps, et je pense que peut-être même pas parmi les historiens professionnels, mais dans l'image publique qu'on a de l'histoire de France, l'histoire de Michelet pèse encore. Donc, oui, il y a une façon de séparer Michelet en historien et écrivain, mais en même temps, je pense que l'historien, même si on ne le dit pas, il est là encore aussi. Cet historien qui est là aussi, il est aussi redécouvert par chaque génération avec ses propres intérêts. Alors il y a tout un passage passionnant sur Lucien Febvre qui va beaucoup puiser dans Michelet pour se construire, comme toujours chez Lucien Febvre, en opposition aux autres et en allant chercher Michelet pour mieux s'opposer au modèle qui combat, qui critique, etc. Et puis il y a aussi toute la génération suivante, la génération de Braudel, que Michelet n'intéresse pas beaucoup, mais c'est quand même nécessaire de se confronter à lui. En fait, le dialogue, il est toujours nécessaire pour les grands intellectuels. Et puis la génération des années 1970, où là, on redécouvre peut-être un autre Michelet, et notamment ce texte qui a beaucoup fasciné dans les années 70, qui est La Sorcière. Alors est-ce qu'on peut revenir sur ce moment où finalement le Michelet romantique rencontre l'anthropologie historique nouvelle vague de la 3e génération des annales, et là il y a une nouvelle connexion qui se fait. Oui, tout à fait. Donc La Sorcière, pendant longtemps, c'était, je pense, le livre le moins compris de Michelet, parce que c'est un livre qui se veut être histoire, mais aussi anthropologie avant la lettre. C'est aussi une réflexion sur la position de la femme et sur ce qui est la femme, et sa position dans la société, plus en général. Donc, la sorcière, bien sûr, c'est une femme spéciale. Pas toutes les femmes sont des sorcières, mais en même temps, à travers la sorcière, Michelet veut dire quelque chose sur la femme qu'on peut discuter. C'était pour moi personnellement pas toujours la partie de Michelet la plus facile des passages comme de ce qu'il a écrit sur la femme. Mais donc très longtemps ce livre qu'on ne peut pas vraiment classer est très mal compris, a eu des difficultés d'édition, donc le premier éditeur ne voulait pas le prendre, c'est allé à un second éditeur, c'est allé au pilon parce que c'était pas accepté, etc. Donc pendant longtemps c'était vraiment un livre peu lu, peu connu de Michelet, mais effectivement avec plusieurs mouvements intellectuels et culturels au seconde moitié du XXe siècle. C'est pas seulement la découverte de l'anthropologie historique, mais c'est aussi un nouveau féminisme et parfois aussi un intérêt pour, disons, l'exotique ou l'étrange, le bizarre. On a redécouvert cette idée de sorcière, que la sorcière peut être un sujet d'étude et aussi une façon à dire quelque chose sur une société qui connaît ce phénomène de sorcière, mais aussi sur certaines images de féminité
Et donc, ces différents intérêts sont croisés. C'est là que le livre de Michelet, parce que c'était inclassable, c'est un peu histoire, c'est un peu écriture sur la femme, sur ce qui est la femme, la féminité. Tout cela allait ensemble dans ce livre, et donc ça a suscité effectivement un nouveau intérêt, ou peut-être même le premier grand intérêt pour ce livre, qui est devenu pendant un certain temps le livre le plus lu de Michelet. Avec même un téléfilm, on apprend ça en vous lisant. Alors je l'ai pas regardé, je sais pas s'il est possible de le voir, mais c'est assez intriguant de voir qu'une œuvre de Michelet est adaptée à la télévision française. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans cette canonisation de Michelet, que ça prend toujours la moyen et la média d'une certaines époques. Donc actuellement, ce ne sont plus des statues. Dans les années 1970, c'était le téléfilm. Effectivement, on a fait un téléfilm de la sorcière de Michelet. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans ce téléfilm, le rôle de la sorcière, donc personnage principal du livre, est joué par la même actrice que le rôle d'Athénaïs Michelet. Donc là, ça fait une référence encore à cette réputation qu'elle a eue après sa mort comme femme un peu... oui, un peu difficile à classer, pas vraiment dans les normes, comme des sorcières. Cette période, malgré tout, c'est aussi celle d'une forme de normalisation de Michelet. Les usages idéologiques sont un peu moins virulents parce que bon, le régime républicain est quand même plus installé, même si au moment du bicentenaire, vous montrez qu'il y a quand même un retour un peu de questionnement autour de toutes les controverses qu'on connaît, François Furet, Michel Vauvel, voilà, Michelet est un peu en arrière-plan, en filigrane de tout ça, mais ça finit quand même un peu par retomber, notamment l'intérêt pour Michelet devient plus académique, plus littéraire, il devient un auteur étudié, on publie ses œuvres complètes et puis même à un moment on arrête de les publier parce qu'il n'y a pas forcément un intérêt suffisant. Donc il y a un processus aussi de banalisation du rapport à Michelet. Vous diriez qu'on est encore aujourd'hui dans ce rapport plus banalisé, dépolitisé ? Oui et non. Effectivement, il y a eu un processus de banalisation et aussi un reflux d'intérêt, ce que je ne trouve pas anormal. Bon, c'est un auteur du 19e siècle et bon, il y a tellement d'auteurs, il y a tellement d'historiens, on ne peut pas continuer à lire tout le monde. Et donc, moi, j'ai pas vraiment l'intention de... Donc, certains gens sont parfois un peu fâchés parce qu'on ne lit pas suffisamment Michelet. Bon, moi, personnellement, je suis pas... c'est pas une offense de dire pour moi qu'on n'a jamais lu Michelet ou quelque chose comme ça. Je pense, oui, c'est un auteur du 19e siècle, ça peut se passer. Il faut faire une sélection, pas tout peut rester toujours actuel. Mais j'ai l'impression quand même que oui, Michelet aujourd'hui n'a plus le sujet de grandes controverses idéologiques, pas du tout, mais il y a eu un nouvel intérêt pour lui au début des années 2000, première décennie des années 2000, autour de 2010 un peu. Notamment, on a un petit éditeur, Édition d'Équateur, a republié les œuvres, l'histoire complète de Michelet. Et ça a été un grand succès de librairie qui a surpris certains spécialistes de Michelet. Mais en même temps, je pense que ça a aussi à voir avec ce qu'on peut constater un peu plus largement, une certaine incertitude, pas seulement en France, c'est un peu partout en Europe, sur qu'est-ce que la nation aujourd'hui, quelle est notre position dans le monde, etc. On sait quelque chose qui a à voir, qu'on voit partout en Europe et même partout dans le monde occidental, je pense, et qui a aussi beaucoup à voir avec difficulté d'intégrer des personnes issues de migration et qui a aussi à voir avec une montée de politique d'extrême droite ou de populisme. On connaît ça très bien aux Pays-Bas, on connaît ça un peu partout, et aussi en France. Et en France, ça a mené, pas seulement à droite, mais aussi à gauche, à un nouvel intérêt pour une histoire nationale, plus ou moins pour chercher
des points d'attache, des points communs, des points de références qu'on connaît. On peut même dire, pour chercher un certain sens de certitude, ça a créé un nouvel intérêt dans l'histoire nationale en France. Et c'est dans cette vague d'intérêt pour une histoire nationale, Michelet est réapparu. Pas seulement Michelet d'ailleurs, aussi La Vie, ça a été republié pour la première fois, et aussi toujours quand j'entre, même aujourd'hui, donc il y a 10 ans c'était encore plus, mais même aujourd'hui, quand j'entre en librairie en France, ça me frappe vraiment le nombre de républications de livres scolaires du début du XXe siècle ou de publications de livres, bandes dessinées parfois, qui vraiment s'inscrivent dans le même genre, la même façon de regarder l'histoire. C'est vraiment, aux Pays-Bas, on ne connaît pas ça. On a d'autres moyens de repenser cette idée de nation. En France, ça se passe par ces moyens, et aussi Michelet là est vraiment présent. Et aujourd'hui, on peut dire, donc il n'y a pas vraiment de controverse idéologique sur Michelet, mais Michelet a plus ou moins un point de référence obligé pour des hommes politiques et des personnes intellectuelles de tous les côtés. Donc, extrême droite jusqu'à extrême gauche, tout le monde fait quelque part, si on veut être pris au sérieux comme candidat présidentiel ou comme personnage politique, on fait quelque part une référence à Michelet. Une référence très banalisée, mais quand même, si le public ne savait plus du tout qui est Michelet, ça ne faisait pas de sens de faire des références comme ça. Oui, ils font pas de référence à Edgar Quinet, par exemple. Non, on ne fait pas de référence à Edgar Quinet, pas à d'autres, à certains autres, mais jamais aussi. Michelet a vraiment une référence qui retourne tout le temps avec Victor Hugo, mais pas avec beaucoup d'autres historiens. Et si on compare ça, par exemple, aux Pays-Bas, un homme politique aux Pays-Bas qui faisait une référence avec à un historien de même époque que Michelet, ça tombe à nulle part parce que personne ne comprendra. C'est vraiment c'est une façon de se classer hors du spectre politique normal. Et alors justement, j'allais vous demander ça, mais c'est une question peut-être impossible, mais est-ce qu'il existe ailleurs en Europe d'autres figures comparables à celle de Michelet dans l'histoire nationale de tel ou tel pays? Il y a des historiens qui ont beaucoup compté, peut-être Ranke, Droysen en Allemagne, mais est-ce qu'il y a des figures comparables à Michelet, selon vous? Vous avez lu beaucoup d'historiographie, évidemment, à celle de Michelet en France? Oui, c'est une question, je pense, très importante, que peut-être je ne peux pas répondre tout à fait parce que je ne connais pas la situation partout. Je connais la situation aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Et bien sûr, en Allemagne, au 19e siècle, on a une très grande école d'histoire. L'histoire en Allemagne, c'est très important. Et il y a aussi certains noms qui sont rattachés à cette historiographie allemande qui continuent de résonner, qui sont dans tous les manuels d'histoire, d'historiographie aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que dans le débat politique ou le débat public en Allemagne, l'histoire est discutée, est débattue, mais c'est moins l'histoire, ce sont moins les historiens du 19e siècle. Bon, en Allemagne, on a bien sûr d'autres sujets à discuter, notamment la période hitlérienne et la Seconde Guerre mondiale. Et on a eu des grands querelles d'histoire là-dessus, et ce sont plutôt les noms de ceux qui ont été actifs dans ces querelles-là qui résonnent dans le débat public, mais les historiens du 19e siècle, il y a des rues Ranke et des rues Droysen un peu partout, mais ce n'est plus l'objet de référence ou de discussion actuelle. Là, c'est vraiment, je pense que la France, la position de Michelet en France, est vraiment différente.
Aux Pays-Bas, l'histoire en général est beaucoup moins présente. Les Pays-Bas, contrairement à la France, c'est un pays avec une très courte mémoire, dans certains sens. Même que pour moi, comme néerlandaise, en France, j'ai parfois l'impression d'être un peu suffoquée par l'histoire. Donc moi, comme historienne, je trouve que parfois en France, il y a trop d'histoire. Nous aussi, vous savez, ça nous arrive aussi de... C'est vraiment la situation contraire. Donc, parfois, aux Pays-Bas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'histoire. Donc, on a l'historien Huizinga, en français plutôt prononcé comme Huizinga, qui est connu, mais qui ne joue aucun rôle dans le débat politique. Où c'est quelqu'un qu'on peut lire encore et que les historiens connaissent, que les gens éduqués connaissent, mais qui ne joue aucun rôle public. Pour finir, vous avez dit tout à l'heure, La sorcière, c'est intéressant, mais c'est pas forcément votre Michelet préféré. Est-ce que vous avez un Michelet préféré ? Est-ce que y a un de ces textes que vous auriez envie de conseiller ou qui vous a particulièrement intéressé en travaillant aussi longtemps sur lui ? En effet, donc j'ai été... ce qui me passionne le plus, c'est l'histoire de la Révolution. On n'en a pas parlé, je vous ai pas posé de questions là-dessus, parce que je pense que ça nécessiterait tout un autre podcast pour parler de l'importance de Michelet dans l'histoire de la Révolution française, qui est un sujet à part entière. Oui, tout à fait. Donc, et aussi... Donc l'histoire de la Révolution française de Michelet, c'est vraiment le débat autour de l'histoire de la Révolution, c'est vraiment un sujet à part entière, effectivement. Mais ce qui est l'avantage de l'histoire de la Révolution de Michelet, même si beaucoup de ces interprétations sont vraiment discutables ou plus à jour etc. Mais c'est vraiment, on peut le lire comme un grand, comme un roman. Donc là, il a vraiment réussi à écrire un roman national où les héros, c'est le peuple. Et c'est vraiment, pour lire, je pense que c'est la partie que j'ai appréciée le plus. Il y a d'autres parties de Michelet que je trouve plutôt intéressantes au niveau des positions historiographiques ou positions intellectuelles qui sont dedans. Notamment, par exemple, l'introduction à l'histoire universelle, ce qui est une œuvre c'est des années 1830, donc c'est très tôt dans la carrière de Michelet, mais c'est une œuvre que je trouve, parce que c'est un peu une exposition du projet de Michelet avant qu'il avait lui-même vraiment conçu ce qu'il allait faire, j'ai parfois l'impression, parce que là, il présente la France comme la France comme le pays le plus libre de l'Europe, et comme plus ou moins le halt final d'un voyage de libération qui commence quelque part dans l'Est, en Inde, il y a très longtemps, et il y a un développement universel de liberté à travers la Grèce, Rome, etc. Et ça finit en France. Donc il y a un grand exposé sur la direction, la finalité de l'histoire, le mouvement de l'histoire vers libération, que je trouve très intéressant parce que c'est une idée tellement discutable, mais qui a guidé Michelet longtemps, je pense, dans ce travail ultérieur. Donc il y a beaucoup d'idées qui structurent l'historiographie de Michelet dans ce petit livre. Merci beaucoup. On pourrait parler encore longtemps de Michelet, de sa postérité. On conseille votre livre passionnant Résurrection de Michelet, paru aux éditions de l'HESS. Merci beaucoup Camille Créton pour cet entretien. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.